assuré par Laurence Bordenave et Valentin Marron, c'est vraiment Laurent n'est pas là, sur un projet qui s'appelle Les Grandiloquents. Voilà, je sais pas si c'est bon. Ouais. Bonjour tout le monde. Donc, voilà. Donc, moi, je suis effectivement Valentin Marron, je suis enseignant-chercheur en didactique de la physique à l'INSPE de Toulouse. Et j'ai eu la chance d'être invité par Laurence Bordenave il y a quelques années à rejoindre le projet des Grandiloquents, dont elle est à l'origine. Et donc, c'est un projet de création d'une série de bandes dessinées numériques sur les sciences, donc pour une utilisation en classe, et une création par la collaboration entre donc, des personnes qui créent de la BD, donc Laurence au scénario, Barbara au dessin et Gauthier Ménil au développement numérique, et des chercheurs en didactique, donc selon les thématiques, selon les épisodes. Et en l'occurrence, ici, pour l'épisode Gravitation, donc ça a été moi. Et Laurence m'avait proposé donc de rejoindre le projet parce que donc, il y avait, la thématique envisagée était la gravitation et je venais juste de finir ma thèse sur l'enseignement de la gravitation en utilisant l'histoire des sciences, ce qui est une des intentions de la série, donc d'utiliser l'histoire. Donc au départ, l'idée c'était de créer une ressource plutôt pour le collège. Et donc voilà, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, ça m'a demandé de beaucoup réfléchir parce que moi, ce que j'avais fait avant dans mes travaux, c'était plutôt orienté lycée. Et donc, j'ai essayé de voir comment je pourrais adapter ça au niveau collège. Et donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai passé des journées, des nuits à essayer de voir comment je pouvais transposer. Et au final, la conclusion, c'est que j'y arrivais pas du tout, en fait. Ça ne marchait pas. Ce n'était pas transposable. Et donc, en fait, ce qui s'est produit, c'est que finalement, c'est vraiment en travaillant en fait, tous les trois autour d'une table, avec en tête les possibilités de créer une bande dessinée, de pouvoir visualiser les phénomènes, de pouvoir mettre en scène les raisonnements, etc., qu'une nouvelle approche s'est dessinée petit à petit, vraiment en interaction, en fait, grâce aux allers-retours ensemble. Et donc, c'est cette approche qu'on va vous présenter maintenant. Et comme ce n'est pas très long, on vous propose de vous présenter le storyboard complet, voilà, histoire de commencer la journée tranquillement. Donc, on va vous l'interpréter. Ça fait 3 minutes à peu près. Voilà. Donc, les grandiloquents sont en charge d'inventer une nouvelle fin à Microméga, la pièce adaptée du conte de Voltaire. Ils y travaillent ardemment, à leur manière. Ça me fatigue d'avance. Tout ce texte à apprendre par cœur. Notre voyageur connaissait merveilleusement les lois de la gravitation. C'est vrai ça, Tom? Microméga, t'es calé en gravitation? Bien sûr. Eh oui, mon pote. Les corps tombent à la même vitesse. Quelle que soit leur masse. La gravité, c'est bien l'expérience de Galilée, non? Et il allait de globe en globe, lui et les siens, comme un oiseau voltige de branche en branche. Iris, je vois pas comment Microméga pourrait aller de planète en planète grâce à la gravitation. Yann a raison, dans l'espace, je devrais plutôt flotter. C'est ça, regarde les astronautes dans les stations spatiales. Non, mais c'est Voltaire qui l'écrit. Voltaire, c'est pas la NASA, hein. La NASA. Mais nous aussi, on peut flotter, les amis. Je vous explique. Tom, saute avec moi. Si je tombe à la même vitesse que toi, 1, 2, 3, alors je te vois flotter. Ah oui, comme un astronaute. De mon point de vue, vous êtes plutôt tombé. Ah mais non, j'avais bien... Et donc, un astronaute qu'on voit flotter dans l'espace, il pourrait aussi être en mouvement. Mais en mouvement, par rapport à quoi? Par rapport au centre de la Terre. Mais d'ailleurs, l'astronaute et la station ont le même mouvement, bien qu'ils aient des masses différentes. Comme pour la gravité? Et oui, voilà. J'avais raison. Enfin, Voltaire avait raison. Micromégas voltige dans l'espace. Avec la gravitation.
Et ça pourrait nous être utile pour adapter la fin de notre pièce. Alors, cette scène finale, mais voilà, au moment où Micromégas et le Saturnien s'apprêtaient à quitter la Terre à jamais. Monsieur Microméga, j'ai pensé que vous pourriez m'aider, vous et votre ami Saturnien. Dites toujours, mon ami. Car en réalité, je m'interroge sur le lien entre la chute de la pomme et le mouvement circulaire de la Lune. J'aimerais, pour ce faire, vérifier ceci. Si je lançais un objet assez fort depuis le sommet d'une montagne, il se pourrait qu'il ne retombât pas sur Terre, n'est-ce pas? Vous voulez que l'on vous balance dans l'espace? Qu'on vous lance dans l'espace. C'est cela, manière à ne pas retomber si possible. Je suis prêt. Ils sont fous, c'était rien. Bon voyage, monsieur Newton. Hi-ho. Iris. Voilà. Alors, je vous parle maintenant des enjeux didactiques dans cet épisode. Alors, d'abord, il y a, pour faire le point un peu sur ce qui a été, enfin, les obstacles qui ont été pris en compte ici, il y a le fait déjà que l'attraction terrestre en soi, même si on y est habitué, bon, ce n'est pas du tout une évidence en fait. Et pour les élèves assez jeunes, et on retrouve même des témoignages à l'université, la chute, c'est juste quelque chose de naturel qui se passe quand il ne se passe rien. Voilà. Il n'y a pas forcément de force et du coup, il n'y a pas forcément d'attraction par la Terre. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, peut-être que la chute, parfois, c'est interprété plutôt comme lié à la présence de l'air ou à l'atmosphère, la pression de l'atmosphère, etc. Voilà. Et vis-à-vis de l'état d'impesanteur, en fait, finalement, si le mot gravité dans le langage courant, c'est ce qui est associé à la chute. Et donc, finalement, l'état d'impesanteur, puisque ça correspond à un état où on n'est pas en train de chuter, c'est-à-dire on n'est pas en train de se rapprocher du sol, hein, ça veut dire seulement ça, chuter. Donc, pas de gravité, pas de chute, pas de gravité. Et donc, a priori, pas de gravité dans l'espace. Et ça, c'est une conception qui est hyper présente. On retrouve, il y a une étude qui montre, donc, qui est faite en Australie, mais en première année de licence, il y a 50% des étudiants en sciences qui pensent que la gravité n'est pas présente dans l'espace. Voilà. Donc, face à ça, ce qu'on peut trouver dans les ressources, souvent, c'est plutôt le fait que cette idée, elle est amenée d'un coup, elle a un petit peu parachuté l'attraction terrestre. Et alors, soit ça peut être dans certaines ressources comme ça, où on nous déclare que c'est le cas, quand bien même ce n'est pas du tout évident. Et même dans des ressources qu'on pourrait penser plus élaborées et qui sont même parfois promues en didactique de la physique, comme le diagramme objet-interaction, finalement, il implique à chaque fois, on fait un lien entre la balle, la Terre, et on n'est pas capable de vraiment le justifier. Donc, c'est aussi parachuté. Et ça pose des problèmes pour les élèves, hein, où finalement, ils le prennent comme ça vient, mais pourquoi, d'où ça vient, on l'a appris, mais bon. Voilà. Donc, ce parachutage, pour moi, c'est quelque chose de très, très problématique. C'est un peu une obsession que j'ai. Pour des raisons que je ne vais pas développer maintenant, mais si ça vous intéresse, je les ai développées il n'y a pas longtemps dans la conférence pour l'UDPPC qui est en ligne, mais je vais pas m'arrêter là-dessus. Voilà. Alors, pour reprendre le cheminement un peu de la logique qui est présentée dans l'épisode ici, donc l'idée, c'est donc de voir le point commun entre l'impesanteur qu'on relie au mouvement orbital, donc par changement de point de vue, et le point commun entre les deux, entre la chute et le mouvement orbital, c'est que finalement, les deux sont les mêmes mouvements, même trajectoire, même vitesse, quand bien même les masses des objets en question ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est une observation assez simple, mais qui est jusqu'ici, en tout cas, moi, par rapport à la bibliographie que j'avais fait jusque-là, c'est une idée qui n'est pas tellement présente dans les ressources. Et là, la proposition, c'est d'utiliser ça pour ensuite expliquer ce point commun avec, par exemple, le schéma là, du canon de Newton, où on voit la continuité entre
la chute et le mouvement orbital, qui est souvent présenté, mais qui a un statut seulement d'expérience de pensée. Et quand on le présente tout seul, une expérience de pensée, ça vaut juste une expérience de pensée, c'est-à-dire que ça vaut rien en soi empiriquement, ça permet de comprendre une idée. Mais par contre, là, la situation d'apesanteur et l'observation de l'indépendance de la masse pour le mouvement orbital, là, par contre, c'est vraiment une observation, c'est des images qu'on a, c'est dans l'imaginaire collectif, parce qu'on a tous vu des films, des images là-dessus, etc. Voilà. Et donc, ce lien, il nous permet de réfléchir sur le lien avec la présence de l'air pour interpréter la chute. Et finalement, puisqu'on a pu relier chute des objets et mouvement orbital, en fait, finalement, si on se dit que ces mouvements sont différents types d'un même mouvement, en fait, quelque part, dans les points communs, il n'y a pas la présence de l'air, puisque pour le mouvement orbital, il n'y a plus d'air, en fait. Donc, voilà, il n'y a plus d'atmosphère. Et finalement, le seul point commun, c'est la présence de la Terre. Donc, finalement, si on reparcourt un petit peu la logique ici, d'un côté, donc, au début de l'épisode, on s'intéresse, enfin, on rappelle ou on met en évidence que la chute ne dépend pas de la masse, quand on peut négliger l'influence de l'air, bien sûr. Voilà. Après, on réinterprète l'état d'impesanteur comme un mouvement orbital, finalement, d'un autre point de vue, pour faire le lien entre les deux. Et finalement, grâce à ce lien, la notion de gravité qu'on peut associer à la chute, on peut finalement l'étendre au mouvement orbital, puisque ces deux mouvements peuvent être liés. Voilà. Donc, en gros, la logique proposée, qui n'a pas préexisté à la création de l'épisode, qui a émergé du travail collectif, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour la logique. Maintenant, pour la spécificité enfin, vous l'avez vu dans la présentation de l'épisode, mais il y a les différentes idées qui ont été, enfin, les différentes spécificités du média dont on a tiré parti. Il y a, par exemple, des choses irréalistes, mais qu'on accepte volontiers, comme le ralentissement du temps. On voit pendant la chute, ils ont le temps de discuter entre eux. Bon, alors qu'en fait, ça dure une seconde et on n'a pas le temps d'avoir une conversation. Nous, oui, et ça nous arrange parce que c'est là-dessus qu'on veut focaliser l'attention. Donc ça, c'est une chose. Une autre, c'est le fait aussi de pouvoir superposer à la fois ce qu'ils pensent, des choses qu'on va dire dans un discours. Là, on peut visualiser à la fois les images de pensée, les scènes. Voilà. Voilà. Alors, j'en viens maintenant donc à la structure du travail. Donc, il y a eu d'abord ce que je vous ai présenté. Donc, c'est le premier point ici. Donc, la réflexion didactique sur le cheminement conceptuel, la logique proposée. Et ensuite, donc, il y a eu ce travail, donc à la fois, d'abord du script, du storyboard, et ensuite de la séance qui utilise la BD, qui va au-delà de, au-delà. Ça utilise la BD, mais la BD finalement est une introduction et ensuite quelque chose sur quoi on s'appuie. Ça ne suffit pas. Vous avez vu, c'est 3 minutes, c'est pas une séance. Après, tout est aussi dans la manière de l'utiliser. Donc, il y a une première expérimentation, je vais vous présenter rapidement, et une autre un peu plus récente. Alors, je vais dire des choses, je vais parler rapidement de la première expérimentation. Donc, le choix avait été fait d'essayer de faire une séance très peu guidée pour voir finalement, avec peu de guidage, qu'est-ce qu'ils sont capables de comprendre de ça, en fait. Donc, il y avait une première partie où ils découvrent la bande dessinée et après, on relit les scènes et finalement, vous voyez, la question qui est posée, elle est très ouverte. Expliquez avec vos propres mots les liens entre l'expérience proposée par Titouan, donc où il y a les pages, et la situation d'apesanteur. Donc, à ce moment-là, ils travaillent en binôme et ils ont la BD sous les yeux, en fait, sur un ordinateur. Voilà, donc après, on a enregistré, etc. etc. Bon, je passe la méthode là-dessus, ce n'est pas ce que je vais vous présenter. Mais juste pour les résultats sur lesquels on est reparti, c'est que alors c'était très, très bien passé. Là, il y a eu, ils ont beaucoup apprécié la BD, etc., l'humour, etc. Mais par contre, ils ont trouvé ça facile. Et au début, et après l'activité. Et alors, pour nous, c'était un problème parce que pour nous, ce n'était pas du tout facile, en fait. Et en fait, après, quand on a demandé en détail d'interpréter les scènes, etc., en gros, ils ont bien aimé, mais ils n'ont rien compris. Et ils ne s'en sont même pas rendus compte. Donc, échec total, en un mot. Voilà. Donc, on est allé sur la deuxième expérimentation en se demandant, comment on peut faire, parce que ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Donc, comment on peut faire pour essayer de mettre l'accent sur les difficultés, etc.
Voilà. Alors, d'autres retours, c'est aussi, je ne vais pas en parler, mais ça nous a permis aussi de voir plein de petits problèmes dans le storyboard. Et c'est aussi l'avantage d'expérimenter avec un storyboard, c'est que plutôt qu'avoir une version finale, voilà, on peut retoucher des choses avant que le dessin soit finalisé. OK, donc la deuxième expérimentation, on a fait donc aussi une première lecture en binôme, et ensuite, on fait une deuxième lecture où là, c'est l'enseignant qui contrôle le rythme et qui va poser des questions. Alors, ça commence par déjà resituer le problème de départ, hein, en mettant en évidence le fait qu'il y a un désaccord, sur quoi porte ce désaccord, etc. Et ensuite, on reparcourt et on s'arrête. Par exemple, voilà, donc, comme c'est une lecture dont on contrôle le rythme, ils peuvent pas, enfin, même s'ils ont déjà lu la BD, ils ne se souviennent pas forcément de tout. Et donc, on repose des questions à chaque scène. Voilà. Donc, et on essaie, enfin voilà, ça permet de vraiment mettre l'accent sur les moments sur lesquels nous, on va travailler après, d'un point de vue physique. Voilà. Bon, je passe rapidement. Voilà. Alors après, donc, ça, c'est la première activité. Donc, on va finalement de la BD aux idées en mettant l'accent sur les différentes scènes qui vous intéressent. Et la deuxième, on fait l'inverse. On part des idées et on essaie de voir s'ils sont capables de retrouver les instants précis de la BD où c'est illustré, en fait, où la logique on est au bon moment. Donc là, en fait, l'idée, c'était les 4 idées principales, elles sont proposées. Donc, il y a aussi, on propose de faire le lien, en fait, entre les idées à gauche et les points communs à droite. Et ils doivent retrouver la phrase. Et aussi, donc, j'avais demandé ici, donc à la fois d'évaluer leur compréhension à la première lecture et après la première activité pour voir l'évolution, en fait. Comme dans la première expérimentation, il n'y avait pas vraiment eu d'évolution, qu'ils avaient trouvé tout facile. Voilà, c'était pour voir. Voilà. Bon, je ne vais pas trop détailler ici les résultats là-dessus, mais c'est intéressant de voir qu'il y en a quand même plus de la moitié qui estiment, enfin, par rapport à cette petite échelle avec les plus et les moins, etc., qui ont sauté d'un cran ou deux, donc qui estiment avoir mieux compris après quand même. Bon. Alors, la deuxième expérimentation, la dernière activité, voilà, c'est un travail sur des documents pour vraiment travailler la logique que je vous ai présentée tout à l'heure. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Il y avait ensuite un questionnaire final sur lequel je veux juste parler du fait, enfin les 2 derniers points là où en fait on leur demandait, comme ça, hein, pour prendre la température, est-ce que ça vous a aidé à comprendre? Oui, non, voilà. Et surtout la dernière question, est-ce que vous serez capable d'expliquer à quelqu'un d'autre pourquoi la gravitation est présente dans l'espace? On a vu que c'était le problème de départ. Et donc, bon, on a 2 tiers qui nous disent oui, oui, ça va. Et donc la deuxième séance, eh ben, on va voir. Ouais. Et donc, on leur demandait, bon, finalement, il y a beaucoup de personnes, la dernière question, qui pensent la gravitation, qu'il n'y a pas de gravitation dans l'espace, avec en tête l'impesanteur. En vous appuyant sur la BD et l'activité de la semaine dernière, rédigez un petit texte dans le but de convaincre une personne que malgré l'état d'impesanteur, la gravitation est tout de même présente dans l'espace. Donc, pour voir, est-ce qu'ils sont capables de reconstituer la logique en fait, qui est proposée. Donc, c'est assez ambitieux quand même, de leur demander de faire ça tout seul. Et effectivement, la réponse, même s'ils étaient 2 tiers à dire oui, on peut le faire, c'est que c'était quand même très dur. Et il n'y en a que 2, en fait, qui ont réussi à faire quelque chose qu'on pourrait juger d'à peu près convaincant. Et tous les autres, donc 2 sur 16 binômes, là, ça a été expérimenté avec une seule classe. Et les autres, on était loin du compte quand même. Voilà. Donc, même avec quelque chose de plus guidé, cette deuxième expérimentation, là, on se rend compte que c'est encore le début du travail. Hein, il va falloir travailler encore la séance. Voilà. Alors, bon, pour conclure aussi, je voulais vous parler du fait que ce projet-là, donc il s'insère. Donc, je vous avais dit, c'est un projet de série de bande dessinée. Donc, il y a eu déjà un épisode avant que peut-être certains d'entre vous ont vu au précédent TSDS, présenté par Maud Pelé, sur la circulation sanguine. Et on est très heureux que finalement, ça va pouvoir se poursuivre. Il va y avoir 8 épisodes en tout, grâce à un projet Erasmus qu'on a obtenu cette année. Donc, on va pouvoir faire cette série en collaboration avec des chercheurs de différents pays. On a un collectif d'une 20aine de chercheurs
Et l'idée, ça va être de produire des ressources, pas juste pour la communauté enseignante française, mais du coup pour la communauté enseignante européenne. Voire plus, parce qu'une fois que ça sera traduit en anglais et en espagnol, voilà. Voilà. Et sachant qu'une des propositions aussi, c'est que sur ces 8 épisodes, il y aura au niveau des thématiques, il y aura les enjeux biodiversité, énergie, climat aussi, qu'on a proposé de présenter. Voilà, donc ça va continuer. Donc probablement qu'au prochain TSDS, vous verrez la suite des grands dits locaux. Voilà, merci. Merci. Le temps pour quelques questions. Oui. C'est vrai que vous dites que finalement, on n'est pas sûr qu'ils aient bien compris avec l'activité juste de lecture de la bande dessinée. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant dans ces ateliers-là de ne pas faire que de la BD passive, c'est-à-dire on lit juste la BD, mais d'arriver à penser la séance en termes d'actifs aussi, par exemple en les faisant remettre les cases dans l'ordre, en leur faisant compléter des cases, ou alors il y a plusieurs chemins possibles à un moment dans l'histoire et ils doivent décider quel chemin ils pensent qui est la réalité. Mais de rajouter une activité active, Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Pour la compréhension, voilà, c'était juste une remarque du coup. Mais... Merci. Bon, on peut peut-être juste préciser un truc. Ah ouais. C'était pas forcément précisé dans la présentation, mais la série est vraiment pensée pour une activité en classe. Donc elle est pensée pour un accompagnement. Pas comme une bande dessinée qu'on va acheter dans une librairie ou qu'on va acheter sur le net puisque c'est une BD numérique et qui va se lire et à la suite de quoi on va être capable d'avoir compris les éléments de connaissance scientifique. Elle est vraiment conçue pour être accompagnée. Donc, dans un scénario et dans ses représentations, il y a besoin d'un accompagnement qui va donc être à la charge des enseignants de trouver les canaux. Bonjour, merci. Ma question elle va dans la continuité de celle qui a été posée. Quand on voit enfin, ça m'a interpellé ce que vous dites quand les élèves disent on a tout compris, c'est très facile, et puis en fait, ils n'ont rien compris, entre guillemets. Et, en fait, ça m'a fait penser à ce qu'on entend beaucoup à propos du cours magistral et d'un enseignement transmissif. On sort d'un excellent cours transmissif, on a l'impression d'avoir tout compris, que c'était limpide, et puis en fait, on n'a pas tout compris, mais le cours était bien fait. Et en fait, j'ai envie de vous poser cette question parce qu'en fait, la BD elle-même, c'était vachement intéressant que vous nous la présentiez, que vous nous la jouiez au démarrage, parce qu'elle a un peu une forme qui ressemblerait à un cours, et en même temps, on voit qu'elle reprend une espèce les personnages rejouent une sorte de démarche d'enquête pour essayer de reconstruire quelque chose à partir de questions qui se posent. Donc, c'est une espèce de truc à mi-chemin entre le cours transmissif, parce que la BD, elle n'est pas interactive, le lecteur, il suit un fil, mais en même temps, les personnages interagissent et reconstruisent une démarche. Et donc, voilà, je me demandais si ça avait un impact et sur les choix que vous avez eus, et notamment les expériences qui sont mises en jeu, c'est essentiellement, j'ai l'impression, des expériences de pensée, hormis quand ils sautent avec la pomme. Et ce n'est pas une critique, les expériences de pensée, c'est fondamental dans plein de disciplines scientifiques. Mais du coup, je me posais aussi la question de la place de l'expérience, qui est au cœur de l'épistémologie des sciences physiques, et quel rôle jouent ces expériences dans le fait aussi de convaincre par rapport à un discours. Voilà. Et donc, comment vous articulez tout ça ? Ouais. Alors, pour ce qui est des expériences, je commence par la fin. Effectivement, bon, on ne les emmènera pas dans l'espace, hein, mais enfin, là, la référence empirique par rapport aux expériences de pensée, j'ai dit un petit mot là-dessus. Ici, justement, ce n'est pas juste des expériences de pensée qu'on peut imaginer, mais la question de la chute, enfin voilà, cette expérience-là, c'est une expérience.
C'est pas parce qu'on la fait pas en classe que, enfin voilà, c'est une expérience au sens de la physique, etc. Le fait qu'un astronaute, bah, voilà, il ait le même mouvement que la station, etc., c'est une observation expérimentale aussi. Enfin, c'est une observation, voilà. C'est pas quelque chose qu'on imagine. Donc voilà, pour ce qui est du rapport à l'expérience. Et ensuite, pour ce qui est du rapport au transmissif, bah, en fait, la présentation de la BD qu'on vous a fait, vous avez vu, ça a duré 3 minutes. Donc, c'est 3 minutes sur 2 fois 1h30. Après, finalement, les élèves sont beaucoup en autonomie, en fait. Là, ils sont en autonomie avec la BD. Ils travaillent et ils discutent en binôme sur cette partie-là. Là, ils sont en autonomie aussi, complètement. Et après, sur cette partie-là, ils sont en autonomie complète, en fait. L'enseignant est à disposition, mais ils réfléchissent entre eux et ils travaillent. Ils ont la BD sur un ordi sur laquelle ils naviguent comme ils veulent. Et ils essaient de répondre à ces questions. Mais donc, finalement, sur le côté transmissif ou actif, etc., bah, en fait, à 95% du temps, les élèves sont tout seuls avec la BD et ils se débrouillent. Donc, voilà. C'est pas tout à fait... Ah bah, en quoi ça n'est pas actif, du coup, de travailler C'est plus dans le... Enfin, c'est pas une critique. Ouais, ouais, ouais. C'est plus dans le rapport au savoir. C'est-à-dire que actif, il faudrait préciser. Voilà, pour moi, actif n'est pas l'opposé de transmissif. Mais qu'est-ce qui serait actif comparé à ça, par exemple? Comparé à réfléchir à plusieurs sur une question à partir de documents, etc. Non, non, c'est là, par exemple, on est beaucoup dans une forme d'étude documentaire. On retrouve beaucoup en physique. Si on veut, ouais. De plus en plus. Bah, c'est très actif, une étude documentaire, du coup. Oui, mais le document peut être, lui, un document qui délivre de l'information directement. Je crois qu'il y a peu de transmissif quand même dans la nature du document avec lequel il s'intéresse. Ouais. Qui expose des savoirs comme un cours exposerait des savoirs. Mais en l'occurrence, vous avez vu que dans la BD, finalement, tout le chemin n'est pas complètement tracé. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'on voit bien qu'ils ont des grosses difficultés à comprendre. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas si, quelque part, clair, limpide, expositif que ça non plus. Enfin, il y a quelques éléments, quelques phénomènes qui sont présentés. On leur propose de, eux, reconstituer les liens, ce qui est en soi une activité très active, reconstituer les liens. Et en fait, c'est très dur. C'est ce que je veux dire. On ne peut pas dire que c'était un truc vraiment transmissif, mais il y a une espèce d'illégalité dans la bande dessinée entre la modalité, c'est ça qui cette tension entre tout ça que je trouvais intéressant. On a juste le temps pour peut-être une dernière question. Merci. Donc, vous avez parlé que vous mobilisiez l'histoire des sciences par rapport à votre thèse, notamment. Là, dans... Ouais, bon, allez-y, ouais. Même pour moi, je suis pas sûre encore que vous avez tout. Je pense que peut-être, ce sera dans la idée, complètement. En fait, peut-être une histoire de concept pour aider à la compréhension. Parler des difficultés que les savants ont pu la compréhension de la façon. Oui, bah, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai essayé au début. L'histoire des concepts, c'est là-dessus moi que portaient mes travaux précédents.
Mais là, je n'ai pas réussi. Et ouais, c'est pas grave. Et ouais, c'était vraiment une intention de départ, l'histoire des concepts. Mais après, il ne faut pas non plus le forcer, quoi. Si ça veut pas, enfin, si on ne trouve pas de façon de faire, le faire parce que on veut le faire pour cocher une case, etc. Ça ne peut pas marcher. Là, même si moi je partais à fond avec cette intention et Laurence aussi, on n'a pas trouvé pour cet épisode-là. Et donc, au final, il reste un peu moins d'histoire des sciences que pour l'épisode précédent, par exemple, et peut-être pour les suivants. Et ce qui reste quand même, c'est l'expérience de pensée de Newton, du canon de Newton, là, quand même. Qui est, c'est moins que ce que ça aurait pu, c'est moins que ce que j'avais fait avant, etc. Mais au niveau histoire des concepts, là, vraiment, sur la gravitation, pour arriver à quelque chose de convaincant, moi, je n'ai pas trouvé. J'ai pas mal cherché, mais je n'ai pas trouvé. Mais sinon, oui, c'est une intention complètement. Mais dans la mesure du possible, en fait, c'est ça. Dans le premier épisode de la série qui s'appelle... dans le premier épisode de la série, qui concerne la circulation sanguine, là, il y a un très gros... Il y a une part très conséquente, en fait, de l'histoire des concepts. Parce que le sujet... Ah, il est peut-être éteint. C'est bien comme ça. C'est en série, en fait. C'est le running gag du TSDS 3 de la micro. Donc, sur la circulation sanguine, on avait de la matière qu'on a mise en scène sur l'histoire des concepts. Ça a fonctionné pas mal du tout, puisqu'elle était riche et dans la manière dont on l'a exploitée, pour revenir à cette question du cheminement didactique qui sous-tend l'épisode, il matchait bien, si je puis dire, avec la possibilité de mise en scène, en tout cas celle qu'on a choisie. Maintenant, de la même manière que l'épisode doit être expérimenté pour ensuite être réécrit, ça nécessite d'adapter un certain nombre de choix, mais il y a davantage effectivement de concepts historiques dedans. Et c'est tout le travail qu'on va faire dans le projet européen avec le consortium, c'est d'aller faire ces choix de contenu et de tâtonner sur une piste qui se veut a priori historique, mais qu'on devra adapter en fonction des contraintes de la bande dessinée aussi. Merci. Alors, hier soir, on vous expliquait que la curiosité et la frustration étaient les deux principaux sentiments qu'on avait en faisant de la recherche. Donc, je vous propose d'expérimenter à nouveau la frustration et de passer directement à la communication suivante, David Courdan. Non, mais à la pause, on peut discuter.